your back? Are you gonna tell me where you went? All the messages I sent with no reply. It's like that. Bonjour tout le monde, bonjour mesdames. Je voulais juste piquer quelques secondes au début de ce webinaire. Déjà pour vous féliciter, c'est le premier événement du festival Alumni qui se tient cette semaine. Ça me fait extrêmement plaisir aussi de voir qu'il y a une vraie communauté dynamique qui se retrouve autour des questions du Club Win. Donc ça, c'est hyper intéressant. L'Alumni Festival de la rentrée, cette année, c'est un peu la première fois qu'on essaie de structurer la rentrée autour de cette organisation. C'est une quinzaine d'événements partout dans le monde, sur quasiment tous les continents, qui vont nous occuper d'aujourd'hui jusqu'à samedi prochain, avec un moment de climax qui sera jeudi soir, avec 8 événements, 8 rencontres en parallèle. Avec un gros moment à Paris avec près de 400 personnes et puis des rencontres au Mans, Strasbourg pour la première fois, à Caen, à Rennes évidemment, mais aussi à Londres, à Madrid, etc. Et donc on va réussir sur une semaine à mobiliser 600 personnes, je crois, sur tous ces événements. Donc je trouve que c'est vraiment, ça montre le dynamisme de la communauté alumni, ça montre l'intérêt aussi de se retrouver après de longs mois d'absence. J'espère évidemment que le Club Win pourra aussi bientôt se retrouver en présentiel. Pourquoi pas dans les nouveaux locaux du campus parisien, dans lequel on aura une maison des alumni. Et ça sera possible dès fin novembre. Donc, je ne vais pas squatter la parole plus longtemps. Moi, le thème d'aujourd'hui, il m'intéresse aussi parce qu'en fin de compte, c'est une thématique, j'ai envie de dire, de multitasking, quel que soit le genre de la personne concernée. Et puis, voilà, moi, je vous souhaite un très bon webinaire et de beaux échanges et de beaux moments de networking derrière. Merci. Merci Anthony Victor. Merci Anthony Victor. Voilà, je reprends la parole. Donc, moi, je suis Ségolène Duguet, je suis P9 et j'ai la chance aujourd'hui d'animer le Club Win Paris depuis 2-3 ans. Donc, le Club Win, c'est les alumni femmes de Rennes School of Business. On essaye de faire 3 à 4 événements par an. Et aujourd'hui, voilà, pour lancer la rentrée, on reçoit Caroline de la Palme, que j'ai le bonheur de connaître depuis 2-3 ans, je pense, grâce à un autre réseau féminin qui s'appelle IWF, International Women's Forum, qui a pour but de déployer les femmes dans les organes de direction. Voilà, donc on s'est rencontrés dans ce forum avec Caroline et Caroline, c'est une femme coup de cœur parce qu'elle a une personnalité bien à elle, très inspirante et surtout on fait très vite corps avec Caroline. En tout cas, ça a été mon cas. Donc Caroline, merci beaucoup d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui, de relever le défi parce que je vais te présenter, mais normalement tu es plutôt derrière la caméra. Et donc là, tu as relevé le challenge d'être devant et de parler de toi et de ton parcours aussi bien personnel que professionnel. Donc, on a choisi ce titre un peu provocateur, mais c'est vrai que c'est ce qui m'a toujours épatée dans ton parcours. C'est un vrai dynamisme et ta capacité à concilier toutes les passions de ta vie, parce que je pense que c'est un mot qui parle bien de toi, la passion. Et le fait que tu te donnes à fond dans tout ce que tu entreprends, et Dieu sait que tu entreprends beaucoup. Donc Caroline, toi, tu es une enfant de la pub, des médias et de l'audiovisuel. Tu t'es formée pendant 15 ans dans des grands groupes comme SFR, où tu as été pionnière à chaque fois dans ces groupes-là. Tu as su développer de nouveaux médias, notamment chez SFR. La nouveauté te fait pas peur, tu es extrêmement créative, je pense que tu en parleras aussi. Et il y a une petite dizaine d'années, tu as créé Visigo, où tu as en fait investi
les nouveaux supports de com qui étaient le net, le mobile et les réseaux sociaux pour développer l'image ou la communication des entreprises en général. Et toi, tu as un leitmotiv qui est très fort, c'est qu'on ne peut impacter, on ne peut avoir un message impactant que si on incarne ce que l'on dit. Donc, quand tu vas en rendez-vous clientèle, j'ai eu l'occasion de l'éprouver, au-delà de savoir ce que tes clients veulent donner comme image, toi, tu vas aller au cœur du réacteur et les interroger sur leurs valeurs, leur ADN, et vraiment essayer de comprendre ce qui fait leur différence pour pouvoir la mettre en valeur après en image via Visigo. Tu as aussi cette casquette de chef d'entreprise que tu as lancée il y a une petite dizaine d'années maintenant, avec des valeurs très fortes autour de l'humain. Tu accordes beaucoup d'importance à la qualité de vie au sein de ton entreprise pour l'ensemble de tes salariés. Tu vas être attentive à ce que chacun se sente bien, qu'il ait les outils pour se déployer, pour déployer ses talents. Tu es aussi une découvreuse de talents. Tu sais les faire émerger autour de toi et aussi les nourrir, parce qu'une fois qu'un talent est un exercice, il faut pouvoir l'alimenter régulièrement pour qu'il puisse continuer à s'épanouir, et ça, c'est quelque chose que tu sais faire, quitte à accompagner aussi des talents vers d'autres directions, quitte à rompre le contrat que vous aviez pour qu'ils puissent s'épanouir dans d'autres sphères. En parallèle de ça, tu es mariée, jamais divorcée, donc ce qui est aussi un exploit en 2021. 4 enfants, voire plus. Tu en accueilles régulièrement, tu sais repousser les murs quand il faut. Tu vis entre Paris et la Sologne, tu es une grande amoureuse de la nature, tu es une grande sportive, tu fais du sport quasiment tous les jours, tu es une aventurière, tu es une femme de défis, tu lis aussi énormément, tu es une femme de foi aussi. Bref, ça fait beaucoup, donc on aura envie de savoir quel est ton secret, mais je pense qu'il y en a plusieurs. Et comme tu es une femme généreuse, tu vas nous en parler. Quand j'ai pensé à cette interview, à ce moment qu'on allait passer toutes ensemble, finalement, tu m'as inspiré des thématiques plus que des questions précises, parce qu'encore une fois, tu es une femme avec une vraie personnalité, et donc j'ai eu envie de laisser remonter à la surface les mots qui me parlaient le plus de toi. Donc, je t'ai envoyé ces 5 mots, tu as réfléchi dessus, et donc tu vas nous livrer ta réflexion. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir un échange avec vous toutes, mesdames, mesdemoiselles, parce que c'est toujours plus intéressant quand c'est interactif. Vos questions vont nourrir l'échange et la conversation. Donc, sentez-vous libre soit de lever la main et de poser la question en live, soit de la poser dans le fil de la conversation. Je resterai attentive au fil pour pouvoir poser vos questions à Caroline. Donc, Caroline, avant que je lance les mots, je ne sais pas si tu voulais… je te cède la parole. Merci Ségolène, à t'écouter, waouh, ça me travaille la confiance, et c'est bien parce que c'était le premier thème. Donc, habile transition. Merci à tous et à toutes d'être là aujourd'hui. Je suis extrêmement honorée de pouvoir partager ce moment avec vous. Et en plus, les sujets qu'ont choisi Ségolène sont des sujets qui m'ont particulièrement inspirée. Donc, le premier que Ségolène m'a envoyé, c'est la confiance. C'est le sujet de la confiance, qui pour moi est effectivement un sujet assez fondamental, parce que la confiance, c'est un des 3 piliers de ce que j'appelle la stabilité émotionnelle, avec le calme et le plaisir. Et la stabilité émotionnelle, elle est la première priorité d'un manager ou d'un chef d'entreprise, mais c'est aussi la première priorité d'une maman ou d'un papa, et d'une femme ou d'un homme en général. Pourquoi ? Parce que en fait, c'est elle qui vous donne de l'énergie.
Et donc, ça va reboucler avec le sujet de tout à l'heure sur l'action. C'est que on rentre en action quand on a de l'énergie. Et donc, il y a un lien très fort entre l'énergie et ce qu'on ressent, les émotions, donc cette stabilité émotionnelle. Ça a un impact sur le corps, hein, c'est un impact immédiat, hein, physiologique, sur votre circulation sanguine, votre respiration, etc., mais aussi en long terme sur la santé. Il y a un impact sur l'esprit, parce que là, on touche plus à des notions de créativité et d'innovation. Et puis, il y a un impact relationnel, c'est que quand vous êtes avec des montagnes russes, ça altère votre puissance relationnelle. Donc, la confiance, c'est un sujet qui est fondamental. En préparant cette conférence, j'en ai trouvé deux. C'est la confiance en soi, la première, hein, qui est vraiment le pilier et qui est souvent, pour moi, liée à la manière dont on a été élevé. Donc là, on ne peut pas grand-chose, hein, parce qu'on est un peu le fruit de notre éducation, mais c'est vrai que j'ai remarqué que les gens qui ont été élevés par des parents extrêmement supportifs, dans le sens anglais du terme, hein, à beaucoup encourager leurs enfants, fondent souvent une couche, un socle de confiance qui est extrêmement fort. Et presque on peut aller voir ses parents pour les remercier quand c'est le cas, parce que c'est un vrai avantage pour la vie. Et si à l'inverse, vous êtes élevé par des parents que j'appelle not good enough, c'est-à-dire des parents qui, vous leur ramenez un 18, ils vous disent pourquoi tu n'as pas eu 20, et là, c'est plus dur. Voilà, c'est plus dur parce que la construction d'un enfant, elle se fait avec cette espèce d'idée que c'est jamais assez bien. Et donc là, je pense qu'il faut redétricoter cette construction mentale pour aller vers oui, je vais y arriver, quoi. Et c'est vrai que on se voit souvent plus petit que ce qu'on est, et donc c'est un bon exercice à faire. Et moi, pour l'avoir fait, ça peut aussi aider, hein, quand on a eu des parents not good enough, c'est d'aller voir des gens qui vous aiment. Alors, c'est important d'aller voir les gens qui vous aiment et de leur demander ce qu'ils pensent de vous dans le bon sens du terme. Et ça, c'est un petit outil qui marche très, très bien parce que ça permet justement de twister un peu ce regard où on se sent plus petit que ce qu'on est. Moi, il y a aussi quelque chose que j'ai fait dans ma vie professionnelle et qui me sert beaucoup dans mes mails. J'ai un dossier qui s'appelle remonte morale. Là, quand je reçois un mail, soit c'est un client qui m'appelle en me disant votre film est génial, merci, ça a eu un succès de dingue, ou alors c'est un feedback d'une amie, de machin. Je le mets dans la case remonte morale. Et quand j'ai le moral dans les chaussettes, j'ouvre le dossier remonte morale et je lis tous ces mails de personnes qui m'ont fait des feedbacks hyper positifs. Et donc, la confiance, ça s'entretient. Voilà, ça s'entretient avec ces outils-là, parce que la vie, elle est ainsi faite que de temps en temps, elle peut taper, et que quand elle tape, c'est sympa d'avoir un petit outil remonte morale. Alors, le deuxième aspect de la confiance que j'ai vu, c'est la confiance dans les autres. Et en fait, la confiance dans les autres, c'est l'écosystème, quoi. C'est travailler avec soin, un écosystème vertueux. Moi, je disais toujours que les deux personnes qui étaient les plus importantes dans ma vie de femme, de maman qui travaille, c'était mon assistante et ma nounou. Voilà, mais c'est aussi vos équipes, c'est aussi votre belle-mère, ça peut être tout un. C'est les gens qui sont autour de vous et qui, d'un point de vue professionnel comme d'un point de vue personnel, vont venir vous aider et pour lequel vous allez aussi avoir confiance. Si vous n'avez pas confiance dans une nounou, vous ne pouvez pas travailler tranquille, quoi. Et si votre assistante, elle ne connaît pas les contraintes que vous avez d'un point de vue personnel, elle va vous coller des rendez-vous qui vont passer votre vie à vous mettre ce qu'on appelle en double contradiction. Donc, vous êtes je jongle entre ma vie de maman et ma vie de chef d'entreprise. Et je dois choisir, ce qui est quand même pas... il faut essayer d'éviter, quoi. Parce qu'il y a des moments où il y en a un des deux qui est forcément le plus important.
Donc voilà, confiance en soi, confiance dans les autres, travailler avec soin cet écosystème vertueux. Et donc ça veut dire bien payer ses nounous. Moi, je sais par exemple que j'ai toujours plutôt payé plus cher mes nounous que le marché. Mais comme elles étaient bonnes, les autres mamans dans le parc, elles repèrent qu'une nounou, elle est bonne et elles essayent de vous la débaucher. Et comme moi, je la payais systématiquement plus cher, eh bien, elles sont restées chez moi. Donc, voilà, il y a des petits trucs comme ça, de s'entourer sur cet écosystème vertueux, basé sur cette confiance mutuelle qui fait que quand vous êtes au bureau, vous pouvez travailler en toute sérénité. Et quand vous êtes à la maison, eh bien, vous êtes serein, vous êtes en terrain tranquille. Donc, Alors voilà ça, comment tu fais quand tu as un boss et quand tu as un boss et pas d'assistante? Comment tu fais pour que le boss, lui, ait conscience de tes impératifs tu vois, quand tu es salarié, en fait, quand tu es… Bah là, ça va rejoindre la clairvoyance, c'est-à-dire que plus vous êtes clair dans vos choix, plus vous êtes en capacité de dire à votre boss, bah, écoute là, non. Et c'est d'ailleurs, c'est une jolie transition sur le sujet d'après, sur la culpabilité, parce que avec la culpabilité, c'est souvent lié au niveau de conscience qu'on met dans ses actes. Et c'est vrai que moi, je culpabilise pas du tout, jamais, très peu. Voilà, ça c'est quand même c'est le deuxième thème après la confiance sur lequel je t'avais demandé de réfléchir, qui est la culpabilité, parce que je pense que tu es en tout cas la seule personne que je connais qui ne culpabilise jamais et pour rien. Et donc ça, c'est quand même extraordinaire. Et tu m'as dit, c'est pas quelque chose que j'ai travaillé, c'est inné. Voilà, même si c'est inné pour toi, je voudrais que tu nous en parles et que tu nous donnes quelques tips, parce qu'effectivement, si on pouvait arrêter de culpabiliser, ça changerait quand même beaucoup nos vies, je pense. Alors sur la culpabilité, je ne sais pas si si c'est inné ou pas. Ce que je sais, ce que je peux partager avec vous, c'est mon fonctionnement. Et c'est vrai que je le lie beaucoup à la conscience des actes et des conséquences prévues ou attendues de ces actes. Et c'est vrai que j'évite beaucoup d'être dans une situation où c'est la vie qui choisit à ma place, en fait, et que je subis ça. Je mets beaucoup de soins et d'importance dans les choix que je fais, et j'essaye de mettre toute la conscience possible dans ces choix-là, en me posant systématiquement la question de qu'est-ce qui est le plus important pour moi, là, en ce moment. Je pèse le pour et le contre et je choisis. Donc, en fait, c'est un système en fait, où on ne subit pas. Et quand vous subissez et que vous faites vos choix en toute conscience, ben en fait, vous mécaniquement, jamais vous allez culpabiliser. Parce que vous avez fait vos choix et vous avez pesé le pour et le contre. Donc, est-ce que tu pourrais nous donner un exemple? Je sais par exemple que y a le sujet autour de la culpabilité, c'est souvent le sujet de la présence. Pourquoi je suis au bureau alors que je devrais être à la maison avec les enfants, ou zut, j'ai raté une réunion super importante et parce que j'étais avec mes enfants. Donc là, il y a moi ce que je me tricote dans ma tête. La première chose, c'est que vis-à-vis du bureau comme de mes enfants, j'ai un postulat de base qui est, c'est pas la quantité de présence qui compte, mais c'est la qualité. Et je pense même qu'un manager qui est tout le temps là, c'est aussi préjudiciable qu'une maman qui est tout le temps là. Et à l'inverse, un manager qui est jamais là, c'est aussi préjudiciable qu'une maman qui n'est jamais là. Donc il y a un équilibre à avoir, et ce qui est important, c'est cette espèce de pilotage et ce driving de où est-ce que aujourd'hui, là, à l'instant T, dans le monde présent, où est-ce que c'est le plus important pour moi d'être? Est-ce que c'est à la maison, là, parce que c'est la rentrée de mon fils et que c'est important d'être là pour l'accueillir et avoir partagé ses informations, ce qu'il a ressenti dans la matinée et voir les bases de l'année? Ou est-ce que là,
à l'instant T, j'ai une réunion qui est hyper importante, il faut que j'y sois. Et alors, bien évidemment, il arrive des moments où ce que vous repensez, les deux seraient aussi importants. Là, il faut être gentil avec soi-même, un peu de tendresse. Vous faites un choix, puis vous êtes prêt à assumer les conséquences, quoi. Parce que la vie, de temps en temps, elle vous amène à… Ce qu'il faut, c'est… Enfin, moi, ce que j'essaye de faire, c'est que c'est vrai que j'essaye de maintenir une forme d'équilibre. C'est-à-dire que c'est pas tout le temps le bureau qui gagne, c'est pas tout le temps les enfants qui gagnent. Donc, j'essaye de ne pas les mettre en compétition et j'essaye d'organiser ma vie. Alors, c'est vrai que quand on est chef d'entreprise, c'est plus facile parce qu'on n'a pas de chef. Mais même chez SFR, j'avais déjà cette liberté. Toi, tu as eu trois enfants. Tes 3 premiers enfants, tu étais salarié. Non, les 2 premiers, je n'étais pas salariée. Je faisais des études de journalisme. Donc, je m'étais arrêtée j'avais arrêté de bosser enceinte du premier en me disant non, je ne serai pas cette maman qui va faire élever ses enfants par des nounous. Donc là, je suis repartie à la niche directe parce que ça m'allait pas du tout de rester à la maison à m'occuper des enfants. Donc ça a été en fait assez fondateur parce que je peux pas culpabiliser parce que je sais que j'ai tenté l'expérience et que ça me correspond pas. Et c'est toujours la même chose, c'est qu'une mère, c'est comme un manager d'ailleurs, c'est l'épicentre de l'écosystème dans lequel elle est. Et une maman qui va bien, c'est une famille qui va bien, et un manager qui va bien, c'est une équipe qui marche bien. Donc il faut en fait vachement commencer par soi, commencer par soi-même. Et oui, mes enfants, je les ai faits quand j'ai commencé, j'étais pas dans une boîte et j'ai commencé, Juliette devait avoir 8 mois et Mathieu 2 ans quand j'ai recommencé chez SFR. Et au début, j'avais signé 2 jours par semaine. Et puis petit à petit, j'ai signé 2 jours et demi, puis après 3 jours, puis après 3 jours et demi, puis après 4 jours, parce qu'au fur et à mesure, en fait, j'ai monté en grade chez eux. Et au bout de 4 jours, un jour, mon boss est arrivé et il m'a dit Caroline, maintenant, il faudrait que tu passes en 5/5e. Et là, en fait, je lui ai dit t'as pas les moyens. Et parce que c'était la limite que je m'étais fixée dans ma tête, où je voulais quand même passer 3 jours par semaine, le week-end et le mercredi, avec mes enfants, sachant que les 4 autres jours, ils étaient à l'école de 8h du matin jusqu'à 16h30, 17h, donc que je sois à la maison ou au bureau, ça n'avait pas un énorme impact pour eux, quoi. Donc, voilà. Et le fait que tu dises non au plein temps n'a pas eu de conséquences sur ton évolution? Non, aucune. Étonnamment, non. Mais est-ce que ça voulait dire que tu faisais le boulot d'un plein temps en 4 jours? Oui, clairement. Ouais, clairement. Clairement, donc ça, du coup, oui, mais c'est exigeant, mais en même temps, ça vous devenez une ultra efficace, quoi, ultra excellente, parce que ça t'oblige, comme tu es contraint dans le temps. Et moi, honnêtement, je ne travaillais pas le mercredi. Hein, quand je dis que c'était pas à l'époque où on continue à bosser chez soi, du tout. Donc, moi, le mercredi, il était complètement off et j'étais tout à fait en présence avec mes enfants. Et puis, du coup, voilà, j'étais après, quand j'étais au boulot, j'étais à 100% au boulot. Donc là, et c'est vrai que cette présence, elle est évaluée en fonction de l'âge des enfants, parce qu'au début, c'est vrai qu'il y a beaucoup de logistique, et puis plus ils grandissent, et plus quand ils posent des questions, mais c'est pas la nounou qui peut répondre. Donc étonnamment, il y a des moments, moi j'ai vraiment énormément adapté ma présence à l'âge des enfants. Et ça vient pas par hasard non plus, ça vient parce que une fois par an, avec mon mari, on se pose et on se dit, OK, cette année, c'est quoi le plan de bataille? C'est quoi ce qui est important? On prend chaque enfant l'un après l'autre et on discute de ce dont il va avoir besoin cette année, lui, personnellement. Donc après, on adapte le boulot et l'équilibre général entre les deux en fonction de ça. Donc, ça donne quand même une feuille de route, absolument comme un plan d'action ou un plan stratégique d'une boîte. Plan de bataille, ouais. Mais et c'est vrai que donc la culpabilité, elle est beaucoup liée à l'idée de la conscience. Parce que quand on est conscient,
on assume, quoi. On assume, on est capable, si on vient nous challenger ou si la vie vient nous challenger sur un choix, de dire mais moi je l'ai fait pour telle et telle raison. Donc ça vous donne cette force. Et après, il y a aussi un autre item qui vient chatouiller l'idée de la confiance, c'est la notion de la perfection. Et ça, c'est aussi quelque chose pour lequel moi je conseille beaucoup de vigilance et de recul, parce qu'il y a une pression des médias, de l'entourage, du corps médical sur la Wonder Woman mère de famille, sur lequel il faut, moi je trouve, beaucoup se méfier. Hein. Pour avoir fait un enfant à 30 ans et un enfant à 40, j'ai bien vu la différence de discours entre ce que m'a dit le pédiatre quand j'avais 30 ans, où l'échographie, la première échographie était juste un grand moment de découverte mutuelle et d'harmonie et de plaisir, et puis à 40 ans, c'était chut madame, je vais vérifier que si tout va bien. Et là, tout d'un coup, ce qui était un moment de pur bonheur 10 ans avant est devenu un moment de grosse angoisse, quoi. Parce que 40 ans, parce que grossesse à risque, etc., etc. Donc, attention à la notion de la perfection. Et encore une fois, pour moi, l'essentiel sur la culpabilité, c'est de commencer par son besoin perso, celui de vos enfants, celui de vos équipes. Quelle est la demande? Quelle est l'attente réelle? Pas forcément en faire plus que la demande ou de l'attente. Les 20% en plus que vous faites qui sont non demandés, ça vous coûte 50% de votre énergie. Hein. Donc ça s'arbitre en fonction de vos priorités, et commencer par soi, c'est fondamental. Encore une fois, une maman qui va bien, c'est une famille qui va bien, et un chef d'entreprise qui va bien, c'est une entreprise qui va bien. Donc c'est vraiment, voilà, ça reboucle aussi avec la stabilité émotionnelle dont je vous parlais au-dessus. Et attention à vouloir être les petites mamans parfaites, super Wonder Woman, parce que en fait ça n'existe pas. Donc il y a aussi la notion de la tendresse du regard qu'on peut avoir sur soi. Globalement, tout le monde fait ce qu'il peut, quoi. Donc Et quel est l'impact de parce que tu as parlé de tes piliers qui étaient ton assistante et ta nounou. Il y en a quand même un troisième qui est ton mari. Ouais. Ah bah lui il est est-ce dingue. que tu y serais arrivée sans lui? Oui, je pense, mais il a eu un apport extrêmement important dans quand je dis l'écosystème, hein, la confiance dans l'écosystème, le mari, il est hyper important. J'ai eu des moments très difficiles chez Visigo, et où mon mari m'a été d'un support psychologique indéniable. Et voilà, il m'a toujours dit, Caro, celui qui gagne, c'est celui qui tient 1 mètre de plus que les autres, quoi. Donc, dans ces cas-là, vous tenez 1 mètre de plus, quoi. Et la ténacité pour un chef d'entreprise, c'est fondamental. Donc oui, mon mari, il a été outre le fait qu'il m'a énormément poussé, parce je pense qu'on est un peu fabriqués pareil, pour nous deux, tout est possible. On n'a pas peur de grand-chose. Mais c'est vrai je lui dois beaucoup dans cet accompagnement au quotidien. Et puis ne serait-ce que pouvoir, comme il est chef d'entreprise aussi, on peut partager tous les deux et ça c'est précieux aussi, hein, parce qu'un chef d'entreprise c'est quelqu'un très seul, hein, pour finir. Donc ouais, bien sûr. Est-ce que je profite, on est à mi-parcours au niveau du temps. Si vous avez des questions, voilà, si vous voulez les poser oralement ou dans le fil de la conversation, je pense que ça pourrait être intéressant à ce stade-là d'écouter un petit peu ou de nous faire part de vos témoignages, de la façon dont vous vivez cette balance vie pro, vie perso, ces dilemmes, ces difficultés ou ces victoires. Est-ce que l'une ou l'un d'entre vous voudrait s'exprimer? Alors, on a Emmanuel qui lève la main. Oui. Bonjour, j'ai pas vraiment. Bonjour Emmanuel. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, super. Très bien. Excellent. Moi, j'ai pas vraiment de questions, mais déjà, je voulais
vous remercier parce qu'à la fois, je découvre l'association, en fait, et en même temps, il y a beaucoup de choses que je redécouvre parce que moi, je me réimpatrie. En fait, j'ai passé 9 ans à Montréal. Et donc, c'est sûr que ces sujets-là, pour moi, je suis une jeune maman, ma fille a 5 ans, bientôt 6. Donc, c'est sûr, pour moi, c'est des sujets hyper importants. Et je trouve ça vraiment bien que Ségolène et puis l'association, vous ayez organisé ça. Et puis que Caroline, vous preniez le temps justement de partager votre expérience. Parce qu'effectivement, je pense qu'on manque d'inspiration en tant que jeune femme, jeune travailleuse, en fait. Et on passe par des parcours parfois un peu erratiques, puis c'est pas forcément évident. Ça fait que juste, je voulais vous remercier en fait de ce témoignage. C'est très inspirant et puis j'espère que ça va filer un petit coup de main ou allumer des petites lumières qu'on avait déjà un petit peu dans le fond de la tête, mais ça vient raviver des choses et puis remettre une petite couche sur la confiance, des choses comme ça qu'on travaille un petit peu à tous les jours, mais d'avoir ce genre de rappel, bah, c'est assez essentiel. Donc, merci. Merci Emmanuel. Merci Emmanuel. On a aussi une question d'Anna qui nous demande, Caroline, comment gérer le regard des autres qui jugent parfois le fait d'être une mère qui travaille à plein temps? Donc ça, je pense que c'est une question qui est partagée par l'ensemble, qui revient souvent. On en revient au sujet d'assumer ses choix, quoi. Le regard des autres, si vous êtes bien dans votre choix, si pour vous, travailler à plein temps, c'est votre choix, que ça soit parce que vous n'avez pas le choix ou que parce que vous voulez travailler à plein temps, bah, assumez-le, quoi, ce choix. Et le regard des autres, à la rigueur, on s'en fout, quoi. Est-ce que toi, il y a des gens qui t'ont jugé, 4 enfants, elle démarre sa boîte? Est-ce que tu as eu des… Non, mais, je ne sais pas, certainement, mais ce n'est pas arrivé jusqu'à moi. Et très franchement, ça m'importe peu. Ça m'importe peu parce que, d'abord, personne est dans ma vie et dans mon corps. Donc, personne ne se connaît mes vrais drivers profonds. Et donc, personne n'est à même de savoir mieux que moi ce qu'il faut pour moi. Donc, le regard des autres, si c'est des gens qui sont importants pour vous, bah, j'ai envie de dire, prenez le temps d'expliquer vos choix. Mais c'est une chose de clarifier un choix et c'est une autre de se justifier. Et autant je suis d'accord pour clarifier ses choix avec des gens dont le regard est important pour vous, surtout si c'est un running gag qui revient en permanence et qui vous prend la tête, bah oui, il vaut mieux traiter le sujet. Mais il ne faut pas se justifier parce qu'il faut assumer. Il faut assumer ses choix et personne d'autre que vous est capitaine de votre vie, quoi. Donc j'ai envie de dire, les autres, faut aussi faire un petit exercice de distance par rapport à ce que pensent les autres. Et est-ce que les autres, ça peut être une belle-mère, ça peut être… Bien sûr. Bien sûr, là, ça peut être une belle-mère. Et après, encore une fois, si cette belle-mère et que le regard est important pour vous, bah, c'est à prendre le temps de lui expliquer. Mais si elle ne comprend pas, c'est sa limite à elle, et vous n'êtes pas responsable de sa limite à elle. Si elle ne veut pas bouger sur le sujet, bah, j'ai envie de dire, on fait contre mauvaise fortune bon cœur, quoi. On se dit, bah voilà, ça ne bougera pas, bon, bah, j'essaye plus. Mais en revanche, ne renoncez pas à qui vous êtes, parce qu'il n'y a que vous qui savez ce qui est bon pour vous. Donc, faites-vous confiance. Et toi, en fait, des décisions ou des choix de vie que tu as faits ne t'ont pas fait perdre le lien avec certaines personnes? Il n'y a pas eu des ruptures? Pas du tout. Non, jamais. Ou pas que je sache. D'accord. Ça peut, hein, il y a peut-être des gens qui se sont dit cette folle dingue, je ne veux plus la voir. mais personne n'est venu me le dire en face. Et encore une fois, mais je suis très open pour l'entendre. Hein. Encore une fois, clarifier mes choix, ce n'est pas un problème parce que je l'ai fait en conscience. Donc, je suis capable de répondre. D'accord. Alors, on a Marion qui nous demande comment réaliser la transition employé à plein temps à chef d'entreprise en ayant des enfants. Comment avez-vous géré votre temps? Alors ça, c'est une super question. Merci Marion. La première chose que j'ai faite, c'est que j'ai mis un bureau juste à côté de la maison. Donc… mais pas à la maison.
mais surtout pas à la maison. Surtout pas à la maison, mais le bureau était au bout de la rue, quoi. Donc, assez vite, j'avais des enfants qui passaient après l'école, faire les devoirs dans la salle de réunion, par exemple. Enfin, voilà, donc c'est devenu assez vite un peu hybride. Et puis, moi, j'ai eu la joyeuse surprise en fait, de faire mon petit 4e 4 mois après avoir monté la boîte. Donc là, ça a été super chaud. Et en fait, cet enfant, il a changé ma vie parce que j'étais dans une énergie à cette époque-là très grosse boîte, la Win, c'était le début de la bulle Internet, donc j'étais là, levée de fonds, et j'avais cette énergie d'une cadre supérieur, d'une grosse boîte qui part dans l'aventure. Et j'imposais en fait à Visigo un système dont elle avait absolument pas les moyens à l'époque. Et donc j'exigeais de mes équipes mais j'avais pas le staff pour ça parce que j'avais pas de système informatique, j'avais pas de pôle juridique, j'avais pas de pôle RH. Enfin, chez SFR, je bénéficiais d'un écosystème qui m'avait énormément porté et qui m'avait beaucoup supporté dans mon boulot de chef d'équipe. Et puis là, j'avais plus personne, hein. Le DRH, c'était moi, le responsable juridique, c'était moi, le responsable informatique, c'était moi, et en plus de la pression du boulot, du business et de la montée de la boîte. Donc, et en fait, assez vite, quand j'ai su que Théophile était là, je me suis dit, alors ça, c'est des histoires de valeurs. Je me suis dit, je veux pas que cet enfant n'ait pas de maman. C'est pas parce que j'ai monté ma boîte et qu'il arrive à ce moment-là qu'il n'aura pas de maman. Et donc là, j'ai commencé à travailler sur tous les nouveaux modes de fonctionnement des entreprises pour que tout le monde devienne acteur responsable au sein de l'entreprise et que je ne sois pas le seul à tirer la charrue, quoi. Et j'avais un peu ce sentiment-là, mais parce que j'avais essayé d'implémenter dans Visigo le système SFR. Donc, je m'étais dit, je suis la locomotive et puis je traîne joyeusement tous mes petits wagons. Et là, je les ai réunis et j'ai dit, maintenant, en fait, les wagons, va falloir être locomotive, quoi, avec moi. Parce que moi, j'ai un bébé en préparation et donc je ne vais pas pouvoir faire que ça. Et puis, il va falloir aussi que je sois là pour lui. Et donc, là, j'ai commencé à m'intéresser à tous les nouveaux modes d'organisation au sein des entreprises. J'ai beaucoup exploré le talent management, les organisations agiles, en fait, tous les nouveaux systèmes qui sont en train d'être mis en place aujourd'hui dans les entreprises. Mais moi, c'était en 2007, quoi. Et donc, j'ai pratiqué, implémenté ça. J'ai quasiment viré l'intégralité des gens qui étaient chez Visigo à l'époque. J'ai réembauché d'autres profils, beaucoup plus locomotives. Et puis moi, je me suis ménagé plus de temps pour eux. Et c'est vrai que quand on décide sa vie le matin et qu'on organise sa journée, c'est pareil, on ne la subit pas, quoi. Donc, l'idée d'être en conscience et pas en pilotage automatique de sa vie, c'est super important. Et du coup, vous pouvez vous échapper, comme le bureau était au bout de la rue, très souvent, je m'échappais entre midi et 2, j'allais voir mon bébé. La nounou, quand elle faisait le tour du quartier, elle passait après le parc, bim, elle passait au bureau, clac, j'avais 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure avec Théophile. Et en fait, c'est plein de petits moments en pointillés qu'on a réussi à grappiller, qui ont fait que ce bébé, quand je l'interroge aujourd'hui et je lui dis, mais est-ce que tu as le sentiment que tu as manqué de ta maman? Il me regarde, il me dit, mais pas du tout, quoi. Alors peut-être qu'il dit ça pour me faire plaisir, je ne sais pas. On verra dans 30 ans quand il me fera la peau, mais pour l'instant, il n'y est pas. Mais ce qui ressort vraiment de ce que tu dis, c'est là où tu vois, on peut se sentir en tant que femme, avec ou sans enfant d'ailleurs, tiraillée, tu vois, entre différentes injonctions, différentes obligations, responsabilités. Toi, voilà, tu slalomes entre tout ça avec une facilité déconcertante qui presque peut nous donner le sentiment, pour toi c'est facile, mais nous, on ne va jamais y arriver, quoi. Mais ça, c'est dramatique d'entendre ça, parce que c'est vraiment pas l'impression que je veux donner.
Honnêtement, tout le monde y arrive. Tout le monde y arrive. Il faut juste. Enfin, je ne sais pas parce que moi, je suis pas une professionnelle de ça, mais je crois que commencer par soi, c'est le secret, quoi. Il faut avoir une petite dose, non pas d'égoïsme, mais d'égo-centré qui s'écoute. Et quand vous avez besoin de temps pour vous, et ben, il faut le prendre. Et quand vous avez besoin de souffler, il faut le prendre. Et donc, il y a plein de petits secrets, des 5 minutes entre 2 réunions systématiquement pour pouvoir souffler, récupérer. En fait, le secret, c'est l'énergie. C'est pour ça que j'en parlais depuis le début, parce que pour vous rentrer en action, il faut de l'énergie. Et on est plus focus sur la gestion du temps que sur la gestion de l'énergie. Et la question, mais qu'est-ce qui me donne de l'énergie? Qu'est-ce qui me donne envie d'avancer? Moi, chez moi, je le connais, c'est quand je suis super alignée entre ce que je pense, ce que je fais et comment j'avance. Ça, je sais que pour moi, ça me donne de l'énergie. Quand je suis très, très alignée entre mes valeurs, les valeurs de la boîte, même chez SFR, j'ai eu une énergie de malade, mais parce qu'à l'époque où je travaillais chez eux, on s'amusait comme des fous, c'était possible, il y avait des gens qui étaient de casting extrêmement différents, et il y avait vraiment une énergie qui donnait envie de participer au truc, quoi. Donc cet alignement, je pense qu'il est vraiment générateur d'énergie. Il y a le plaisir, qui a toujours été un moteur chez moi pour avancer. Donc faire les choses avec plaisir, en fait, quand vous les faites avec plaisir, ça ne vous demande aucune énergie de les faire. Au contraire, ça vous en donne. Et puis, il y a le courage. Et le courage, c'est la mère de toutes les vertus, hein. C'est vrai que tant que c'est pas non, c'est oui, et tant que c'est pas fini, on lâche pas, quoi. Donc là, je vous renvoie aux 4x400 mètres des championnats d'Europe de 2014. Tapez ça sur YouTube à la fin de la conf et vous verrez ce que c'est que des gens qui lâchent 2 mètres avant la ligne d'arrivée et une qui lâche pas au dernier round. Donc oui, le sujet de l'énergie, en fait, voilà, je sais qu'il y a plus de gens qui sont occupés sur comment je gère mon temps, et je pense que le vrai secret, c'est plutôt comment on gère mon énergie. Donc, déterminer quels sont les moteurs qui vous mettent en action. Voilà, moi, je crois beaucoup au talent management, par exemple, parce que quand on est dans ces talents, il n'y a plus besoin de mettre de pétrole dans le moteur, quoi. Ça tourne tout seul. Parce que le talent, c'est ce que vous faites plus vite, mieux que les autres, et ça vous demande aucune énergie de l'exprimer. Au contraire, ça vous en donne parce que vous sentez qu'à l'intérieur de vous, vous êtes en train d'adresser quelque chose qui est important, qui est au fond et qui est vraiment une pépite de votre être profond. Donc, alors moi, j'utilise un petit outil qui s'appelle le Strength Finder de l'organisation Gallup pour déterminer les talents. Et je vous donnerai les références aussi pour ceux que ça intéresse. Je le fais avec tous les gens qui rentrent chez Visigo. Je leur fais passer ce test qui permet de déterminer vos 5 principaux talents. Et donc, je mise sur le plaisir. Je mise sur cette motivation intrinsèque à avancer. Alors, on a une question aussi d'Axel qui voulait savoir si tu as évolué, notamment chez SFR, plutôt dans des équipes à majorité masculine et si le fait de travailler avec des hommes avait changé quelque chose. Oui, alors je n'ai pas beaucoup bossé avec des hommes parce que une bonne couche masculine chez SFR. Alors, j'ai eu la chance de commencer avec un boss que j'ai adoré, qui est certainement un homme qui a parfaitement compris comment je fonctionnais et qui m'a rien demandé et à qui j'ai, je pense, donné le plus de toute ma carrière. Donc, c'était une leçon de management. Mais oui, j'ai fait le même boulot avec un autre boss et honnêtement, c'était pas du tout le même. C'est 80% de votre boulot qui change. Donc oui, j'ai bossé avec des hommes.
étonnamment, quand on m'a dit qu'il faut passer en 5/5e et que j'ai dit vous n'avez pas les moyens, la conversation, elle s'est arrêtée là. Hein. Encore une fois, la conviction intérieure que vous avez, elle est tellement forte que, et puis vous êtes prêt à assumer le choix, mais je connais beaucoup de gens qui ont concilié avec conviction leur choix de maman qui travaille ou leur choix de papa qui travaille et que ça n'a pas perturbé. Et quelque part, si ça l'a perturbé, la carrière, c'est pas très grave parce que le sujet, c'est pas de se mettre dans un boulot que vous ne pouvez pas adresser compte tenu de vos contraintes. Le sujet, c'est de se mettre dans un boulot dans lequel on va pouvoir exprimer ses talents. C'est aller à tout prix, vouloir par exemple à tout prix progresser dans une boîte, je vous invite à revisiter cet objectif parce que de temps en temps, rester là où on est, quand on est très bien, c'est ça le cadeau, quoi. Donc, il y a aussi cette idée d'évolution permanente. Il y a des gens qui sont très bien dans leur job. J'avais lu ce bouquin de Philippe Labro qui expliquait comment qu'il était sorti en fait de son boulot de journaliste pour devenir patron de radio et en fait il avait été très malheureux. Donc il avait un peu cédé aux sirènes de l'évolution parce que c'était entre guillemets une suite logique, mais non. Encore une fois, en quoi on est nous heureux. Donc revenir sur soi, quoi. Revenir sur soi, s'écouter, poser des actes en conscience, choisir sa vie, choisir ses moments où c'est important d'être là. Et après, si vous décidez de ne pas assister à la réunion parce que c'est important pour vous que vous soyez avec vos enfants, mais vous serez hyper heureux d'être avec vos enfants parce que c'est double cadeau, quoi. Vous savez ce que ça vous coûte d'être avec eux, donc c'est que vraiment le choix était celui-là, quoi. Donc oui, je sais pas, moi c'est étonnamment travailler avec des hommes ou travailler avec des femmes, j'ai pas vu beaucoup de différence. J'ai pas eu. Tu n'as jamais eu à essuyer des préjugés? Non, non, non. Et si c'était le cas, j'en ai pas fait, j'ai pas fait plus attention que ça. Je me suis pas laissée coincer dans le truc, quoi. Mmh. Et en fait, c'est assez entraînant, hein, cette façon-là de. Parce qu'en fait, les gens résistent pas trop en face. Étonnamment. Mais c'est votre force de conviction qui emporte le morceau aussi, hein. Enfin, je sais pas. C'est vrai. Mesdames, est-ce que vous avez d'autres questions pour Caroline ou des témoignages, vos expériences, vous, en entreprise, en tant que chef d'entreprise, en tant que salarié ou autre, en tant qu'étudiante? Vous avez la parole. Tout le monde est un peu timide. Oui. Une petite question qu'on m'a posée par ailleurs et du coup, j'ai pas la réponse, donc ça m'évitera de réécouter le replay. Ce test que Caroline, vous faites passer aux personnes chez Visigo pour savoir leur talent, est-ce que c'est un test que vous avez créé ou est-ce que c'est un test Non. qui existe C'est un test qui existe et qui est. Alors, j'ai beaucoup cherché de tests parce que je n'étais pas très fan des MBTI et autres tests qui vous collent une étiquette sur le front. Je trouve ça d'abord assez violent et pas très potentialisant. Et moi, je cherchais quelque chose qui donne. En fait, ça travaille aussi la confiance, hein, parce que quand vous dites à quelqu'un, tes talents, c'est ça, ça et ça, il y a quand même toujours un petit moment un peu magique où la personne se redécouvre dans ce cas-là de meilleur. Et donc, ça travaille la confiance. Mais pour moi, ce qui était important, c'était que le test donne du potentiel, donne des ailes, donne du. Donc, ce test, il existe, il a été fait
avec des grands professionnels américains, parce que les Américains sont très avancés sur tous ces sujets-là, hein, d'organisation, de qualité d'organisation. C'est vraiment il y a des beaux penseurs sur ce sujet. Et donc, le test se fait, ça dure une demi-heure, il faut être un petit peu concentré, hein, pas trop être dérangé. Et en une demi-heure, vous cliquez, c'est un algorithme qui va vous donner 5 talents dans une banque de 34 talents, qui sont soit des talents relationnels, soit des talents plutôt intellectuels, soit des talents de réalisateurs, de gens qui font, soit des talents, des charismes d'influenceurs, de l'influence. Et donc, vous avez déjà une première lecture qui est quel est le nombre de talents que vous avez déjà dans chacune de ces familles. Et puis après, vous avez individuellement dans ces 34 talents, ça vous donne les 5 majeurs qui sont vos meilleurs alliés, quoi. Alors, moi, j'ai une question qui me vient, par exemple, de concilier ta vie de maman et ta vie de chef d'entreprise et tes envies tout court. Par exemple, je sais que là, tu es face à un dilemme qui est que tu as pu expérimenter grâce au confinement l'année 2020, le fait de vivre en Sologne, dans ta maison de campagne et d'avoir un cadre de vie qui est vraiment extraordinaire. Mais en même temps, ton petit dernier est encore au collège ou tout juste Ouais. au lycée. Donc, ce serait compliqué de quitter Paris aujourd'hui. Et ça, voilà, c'est une décision collective que tu as prise avec lui, que tu as prise avec ton mari aussi, de savoir comment faire pour que concilier cette envie de campagne et en même temps cette vie parisienne pour ton enfant. C'est un vrai sujet qui a émergé suite au confinement et sur lequel tu as réfléchi un moment. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Après, voilà, on fait pas toujours tout ce qu'on veut au moment où on veut le faire. Ce qui est sûr, c'est que nous, avec mon mari, on était vraiment prêts au jump et nos 2 boîtes étaient tout à fait pilotables avec nous 2 jours par semaine à Paris. On avait tout à fait ce qu'il fallait comme staff juste en dessous pour piloter le ongoing business. En revanche, notre écosystème proche nous disait mettez Théophile en pension, et nous on a trouvé ça super dur pour lui, quoi, parce que d'abord lui n'en avait pas tellement envie, et puis on s'est dit il est super bien dans son école, il a ses copains, il est heureux, donc en fait on s'est fait une espèce de vie un peu hybride. Là, moi, je suis rentrée hier soir avec lui et ce matin, il est parti à l'école. Mon mari est resté en Sologne et il arrivera dans 2 jours. En fait, on s'est dit, tricotons-nous un peu au fur et à mesure que les semaines passent. On a la possibilité soit de le mettre dans un train, et comme j'ai encore quelques enfants à la maison à Paris, eh bien, ils peuvent récupérer, lui faire un entourage familial stable. Et puis, en fait, aujourd'hui, on navigue un peu à la semaine. Mais on sait que c'est le sens de l'histoire. Et puis un jour, voilà, là, il est encore au collège, donc on met toute notre énergie à ce qu'il ait un entourage familial, voilà, qui rentre pas dans un appart tout seul. Voilà, on veut qu'il se sente accueilli quand il rentre. Et en même temps, pas forcément tous les soirs, parce que c'est bien aussi d'avoir du temps pour soi, et qu'il ait l'habitude aussi d'avoir de temps en temps du temps lui avec lui-même. Il a 14 ans, il peut quand même passer 1 heure, 2 heures tout seul, ça c'est pas un problème. Mais on veut pas que ça soit tous les soirs où il rentre tout seul. Donc c'est toujours la même chose, c'est toujours cette espèce d'équilibre à gérer, et donc ça passe par comment se passe ta semaine, c'est quoi les moments importants de ta semaine, et puis moi je cale le truc pour être un peu là quand il a besoin, et puis si je vois que je peux m'échapper, on s'échappe. Merci. Alors, on a une question d'Anna. Alors, Anna, je ne sais pas si tu veux préciser un peu ta question, prendre la parole,
Parce que elle dit la place de la femme dans le top management des entreprises, est-ce un faux débat? Alors non, c'est pas du tout un faux débat. Non, pour moi, c'est pas du tout un faux débat, hein. Notre engagement mutuel à Ségolène et moi-même chez IWF en est la preuve. Non, c'est pas un faux débat dans le sens où les entreprises aujourd'hui se privent, pour certaines d'entre elles, de l'apport du regard de la femme, qui est fondamental, même ne serait-ce que pour avoir un business complet, hein. Donc, non, c'est pas du tout un faux débat. Il y a encore beaucoup de boulot. D'où notre engagement dans cette association. Maintenant, il y a aussi une auto-limitation des femmes par elles-mêmes. Et d'ailleurs, on travaille à l'agence un format qui s'appelle La Petite Voix, et qui est des paroles. D'ailleurs, Ségolène a participé, et j'en profite pour te remercier de ta participation, Ségolène, qui sont des témoignages de femmes qui ont brisé qui ont écouté leur petite voix à un moment donné de leur vie et qui ont eu le courage d'être elles-mêmes et d'être alignées avec ce qu'elles sont profondément. Et ça peut vous amener à être différente au travail, mais ça aussi, ça peut vous amener à accepter un job alors que vous pensez que vous n'êtes pas capable, par exemple, de le faire. Donc, oui, Anna, je pense que le sujet de la femme dans les plus hautes instances des entreprises est un vrai sujet, que c'est très important, qu'il faut que les femmes prennent les responsabilités, qu'elles aient le courage aussi de les prendre, parce que ce qui ressort de nos interviews, c'est qu'à un moment donné, toutes, elles disent, voilà, quand il faut y aller, quoi. Donc, on prend son courage à deux mains, et que certaines femmes ont tendance à penser le syndrome du not good enough, et qu'elles refusent les postes. Et ça visiblement ne dérange pas du tout certains hommes qui, eux, les prennent même s'ils ne pensent pas qu'ils savent faire. Donc, les choses se construisent aussi en fonction de ce qu'on y met. Et ce qui est intéressant, c'est aussi l'aventure, quoi. C'est intéressant de se lancer dans un truc qu'on ne sait pas faire, parce que c'est la meilleure manière de progresser et d'avancer. Donc, en fait, ça rejoint aussi l'idée de la peur, quoi. Donc, et du coup, il nous reste quelques minutes. Je voulais finir sur le dernier thème, qui était celui de la perspective. Comment est-ce que l'avenir fait partie de tes plans? Comment tu l'intègres dans ton quotidien? Est-ce que tu as toujours des projets en sommeil? Ah bah oui, hein, ça, moi, c'est un peu mon problème. C'est que moi, j'ai un grand listing de projets et j'ai pas assez de temps pour les faire. Mais oui, la vision, pour moi, c'est fondamental. La vision, c'est comme une raison d'être pour une entreprise. C'est pour avancer, il faut avoir un cap, quoi. Et il faut se construire avec. C'est vraiment une structure de pensée, une vision. Donc, tout ce qui fait grandir la vision est bon à prendre, et tout ce qui ne la fait pas grandir est à éliminer. Donc, si on veut piloter sa vie, oui, il faut avoir ce que j'appelle le why, quoi, le pourquoi, qui est votre vision du monde, et comment vous allez participer à la construction, comment vous allez contribuer à la construction de ce monde, et de l'aligner avec ses valeurs et qui on est. Et ça, c'est une structure. Ton why est quelque chose qui a évolué au fil du temps ou qui reste… Étonnamment, pas tant que ça. En fait, j'ai le sentiment, c'est une super bonne question, j'ai assez peu de… j'ai quelques convictions, j'ai très peu de certitudes, honnêtement. Tout est un peu ouvert, mais le why, mes valeurs, ma vision de la vie, le monde auquel je veux contribuer, il est en fait assez peu négociable, et il est très personnel, très intime. Mais il peut évoluer, il peut être… Ce qui est intéressant, c'est de le revalider, de le revisiter régulièrement, parce que oui, la vie,
elle avance. Ma priorité familiale, elle était très, très, très importante il y a 15 ans. Aujourd'hui, j'en ai quand même 3 qui sont un peu sur des rails et qui ont bien choisi ma vie. Donc, je prends le soin sur le 4e, mais j'ai l'impression d'avoir, de ce point de vue-là, d'avoir moins d'implication familiale. Donc, oui, ce qui est plus négociable, c'est le comment. C'est comment on avance. Là, c'est plus la grande ouverture, quoi, parce que tous les chemins mènent à Rome, globalement. Donc, c'est important de rester ouvert à ce que la vie vous envoie, parce qu'elle est capable de venir chahuter, mais aussi de vous emporter et de vous ouvrir des portes. Et en fait, pour finir, on peut aller beaucoup plus vite sur une opportunité de la vie qui arrive et que vous êtes capable de saisir, mais que vous n'aviez même pas imaginé. Donc, ouais, cette vision, je pense qu'elle est très structurante et elle est, à mon avis, négociable, mais à la marge, quoi. Il y a des choses qui sont pour moi non négociables. Voilà, il y a des choses, il n'y a rien à faire, c'est moi profondément et ça, c'est pas négociable. Très bien. Merci beaucoup, Caroline. Je propose qu'on s'arrête ici. Merci pour ta sincérité, pour ton authenticité durant l'échange. Merci. Tu nous as beaucoup donné. J'espère que vous aurez toutes aimé ce moment. I guess you're back. Are you gonna tell me where you went? All the messages I sent with no reply. It's like that. You're just gonna walk into my room. I hate how you assume